présent pour cette table ronde de maisons et objets qui s'intitule donc Éco-responsabilité, une question d'usage avant tout. Cette table ronde réunit Quentin Hirsinger, j'ai bien prononcé, super. Quentin, fondateur et dirigeant de Matériaux, que vous pouvez trouver juste derrière nous. Voilà, mais restez ici pour le moment, s'il vous plaît. Également Philippe Tissot, cofondateur de Commute. Bonjour Philippe. Et Yann Santerre, fondateur et associé de Guylaine. Voilà, et je suis Olivier Vacher, je suis le rédacteur en chef adjoint du magazine Idéate. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de ces matériaux d'éco-responsabilité, de biomatériaux, de matériaux écologiques, qui seraient donc forcément bons pour nous et pour la planète. Voilà, je mets ça avec quelques guillemets. En revanche, on s'interroge un petit peu moins peut-être sur la question de l'usage que l'on a justement de ces matériaux, et c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec vous aujourd'hui. Pour commencer, peut-être un petit tour de table de nos intervenants du jour. On commence ensemble. Quentin ? Mais volontiers. Okay. Allez. Petite présentation de matériaux que les visiteurs du salon connaissent plutôt bien. Ça fait quelques... pas tous. J'en ai encore vu quelques-uns ce matin qui ne connaissaient pas. Eh ben, il est temps. Ça arrive encore. Pour faire très très court, Matériaux, c'est une structure qu'on a créée il y a maintenant 23 ans. L'idée étant d'essayer de montrer à des professions de création, donc des gens qui, comme vous, sont dans l'archi ou dans le design ou dans la mode, le packaging, l'événementiel, la cosmétique, l'industrie du luxe, de leur montrer un tas de matières avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de jouer généralement. Donc notre travail, c'est simplement un travail de veille autour des matériaux pour identifier partout dans le monde les matières que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes, et qu'ensuite nos membres découvrent ce type de matière et s'en emparent éventuellement pour leurs différents projets. Voilà, j'ai essayé de faire court ce qu'est Matériaux. Matériaux, ça existe depuis, alors moi je fais un peu plus long. 23 ans. 23 ans, il y a un site créé internet. Au siècle dernier. Au siècle dernier. C'est dingue. Il y a un site internet et il y a des showrooms. Alors si tu veux que je développe un tout petit peu, parce que moi on me dit de faire court, je fais court, non, mais je peux faire 3 heures. Vous avez, c'est comme vous voulez. On a 45 minutes, Quentin. Non, mais il y a effectivement d'abord et avant tout une base de données où il y a aujourd'hui quasiment 10 000 fiches sur des matériaux qui font poète-poète, qui disparaissent, enfin des matériaux particuliers. Et il y a en même temps des showrooms, un showroom à Paris, un showroom à Prague, un showroom à Genève, un showroom à Séoul et d'autres en projet. L'idée étant de permettre aussi à nos membres de découvrir ces matières de façon physique. Parce que la base des données est très bien lorsque vous savez un petit peu ce que vous cherchez au départ. J'ai entendu parler d'un textile à base de soie artificielle d'araignée. Je tape araignée sur la base, remonte les 5 fiches des industriels dans le monde qui font ce genre de choses et derrière je les contacte. Le showroom n'aura pas été utile. Je viens au showroom, on va me proposer un café et derrière je vais déambuler dans cette bibliothèque, rencontrer des matières improbables auxquelles je ne pense pas au départ. Et éventuellement, ça va me faire rebondir sur des emplois que je pourrais prévoir avec ces matières. Donc là, c'est vraiment la rencontre avec la matière qui prend tout son sens à partir du moment où la personne visite le showroom. D'accord. Et là, cette année, donc sur l'espace, je disais, qui est juste derrière l'espace Talk, il y a une expo qui s'appelle Second Life. Ouais, c'est des luminaires. Non, c'est pas des luminaires, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on vend du luminaire. Effectivement, dans ces milliers de matières atypiques, singulières, on s'est cantonné à sélectionner une trentaine de matières qui s'inscrivaient dans le thème de l'expo qu'on voulait mettre en place, qui était Second Life. Donc typiquement des matériaux qui sont fabriqués à partir généralement de déchets de l'activité humaine, des déchets dont on ne sait pas trop quoi faire au départ, et ils ont la chance d'avoir cette seconde vie parce que des industriels se les approprient comme matière première pour en faire quelque chose de nouveau. Non, j'allais dire, j'ai le sentiment qu'on a deux représentants de cette mouvance sur cette table ronde. La SAFI fait en sorte qu'on ait des trucs à se dire. Les choses sont merveilleuses. Oui, non, ça doit parler à l'un comme à l'autre. Donc c'est simplement un petit échantillon, je dirais, de la base de données, et avec ce focus en l'occurrence concernant tout ce qui est issu de matières de déchets,
ce qui n'est pas le propos général de Matériaux. Ouais. Matériaux, on est là pour référencer des matières singulières, mais pas spécifiquement orientées concernant les questions environnementales. D'accord. Et j'en profite parce que c'est toujours important, je pense que les gens sachent d'où on parle. Très clairement, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un designer, je ne suis pas un expert de ce qu'on pourrait appeler le développement durable, l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie. Je suis un imposteur, mais effectivement, depuis 23 ans qu'on a créé Matériaux, c'est une requête, cet aspect environnemental qu'on nous pose depuis 23 ans. Bien et sûr. depuis 23 ans, mais on en parlera peut-être, je suis un petit peu gêné aux entournures concernant les termes utilisés, ce qui me semble à chaque fois essentiel concernant ces aspects qui sont vitaux pour nous. Et on va en parler. Mais absolument. Mais je ne voulais pas déflorer non plus la suite. C'est formidable. Guylaine, Yann, avec un nom comme ça pourrait nous évoquer la Bretagne. Oui, on peut pas s'en cacher. Quelque chose comme Oui. ça. Donc toi, tu es en revanche ingénieur, Architecte ingénieur de formation. de formation. Oui. Voilà. Tu nous présentes Guylaine ? Oui, En alors quelques effectivement, mots. c'est breton. Guylaine, en fait, c'est le nom en breton de la Vilaine, qui est le plus long fleuve breton. Et en fait, moi je suis originaire, donc je suis architecte ingénieur, je suis breton aussi, et originaire des rives de l'Ester de la Vilaine. En fait, c'est un estuaire qui s'est envasé depuis les années 70 parce qu'on y a construit un barrage. Et donc, il y a un envasement qui est significatif. On est en train de modifier l'écologie de cet estuaire. Et donc, partant de ce constat et du constat qu'il y avait un fort besoin de nouveaux matériaux dans le secteur du bâtiment et de l'aménagement, pour des matériaux qui ne puisent pas dans des ressources finies, mais aussi des matériaux qui consomment moins d'énergie dans leur production. On s'est lancé avec Mathieu début 2020 dans le projet Guylaine, et donc on valorise des sédiments issus de dragage. Alors c'est des sédiments marins, en fait c'est de la vase, le terme un peu plus courant, qui est composé d'argile, de sable, de déchets coquillers, de résidus d'algues et de sel parce que c'est marin. Et donc on a mis au point un procédé spécifique qui ne nécessite pas de cuisson haute température, qui permet de produire cette palette de couleurs. On va garder ça pour voilà. tout à Et l'heure. donc, on est basé en Bretagne, à Brest, où on a notre propre atelier de fabrication. Et il y a trois applications rapidement. Donc les carreaux que l'on voit là, qui ne sont pas des carreaux de ciment. Non, on pourrait s'y méprendre, mais tromper. ouais. Effectivement. Vous faites également du mobilier. Oui, en fait, c'est les deux activités principales, D'accord. effectivement. On fait des carreaux d'application murale intérieure, et on peut aussi travailler en sous-traitance. Donc là, on le voit sur la gauche, une petite table d'appoint qui est éditée, commercialisée. Donc c'est une pièce qui est moulée. Ça se moule un petit peu comme un béton. C'est plus visqueux. Donc c'est un peu particulier à travailler. Et puis à droite, une crédence qui a été faite sur mesure. C'est un peu notre troisième activité. On peut aussi travailler avec des designers, des architectes pour des pièces sur mesure. Ici, des marbrures avec des teintes qui ont été développées sur mesure aussi pour un espace de coworking qui est à Paris. D'accord. Donc trois activités. Puis on va revenir ensuite évidemment sur la façon dont vous travailler sur les enjeux derrière ces produits. Philippe, quelques mots à ton tour sur Commute. Toi, tu as cofondé oui, c'est la ça, société. ouais. Cofondateur, ingénieur, Ouais. voilà, il y en a, qui sont entrepreneurs aussi, et cofondé avec une designer de talent qui vient du monde de la mode, de la haute couture. Pour moi, c'était une nouveauté parce que moi, je connaissais qu'un monde d'ingénieurs. Bref, ça amène du coup beaucoup de sensibilité à tout ce qu'on crée, et bien que tout soit fortement numérique. Et donc Commute, alors pourquoi on s'appelle Commute? Parce que souvent on nous pose la question, donc je vais vous donner essayer de vous donner une réponse. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, mais moi celle que je vis aujourd'hui, c'est que on a commuté, disons, dans un monde qui est décarboné. Et bon, ça c'est un simple bilan carbone, tout le monde peut le faire, mais surtout un monde où, et ça me touche plus, un monde où il n'y a plus d'extraction minière, plus d'extraction pétrolière, parce qu'on sait que ça se passe loin, mais on sait que c'est vraiment ça qui est, bon, il y a le climat qui est important, mais ça pollue énormément, ça crée des désastres écologiques localement. Nous, on ne les vit pas parce qu'on voit les produits finis, mais bon, bref. Donc vous l'avez compris, nous, ce qu'on utilise, c'est de la matière qui est déjà là, sur laquelle vous êtes peut-être assis, cette moquette, ces plafonds, qui vont partir, on n'espère pas, à la poubelle ce soir. Voilà, donc c'est cette matière qu'on va réutiliser, remettre en forme,
pour créer donc du mobilier comme celui que vous pouvez les voir là, des luminaires, donc des luminaires par exemple, peut-être des luminaires pas comme ça, là, donc ça c'est encore du mobilier. Luminaire, c'est du mobilier, oui. Du mobilier, ça peut être par exemple du plastique, de châssis de fenêtres. Voilà, quand il y a des immeubles en déconstruction, le fameux PVC de fenêtre qui est moche, ben on le réutilise et on en fait du mobilier par exemple. D'accord. Il y a 4 collections, c'est ça, à ce jour? Oui, c'est ça. Donc, on a le mobilier, on fait des pots aussi de végétalisation. Ouais. L'avantage de ces matières, c'est que souvent, elles sont très performantes quand on les utilise bien. Donc, ce sont souvent des résines. Et bien sûr, on parle de résines, quand elles sont utilisées qu'une fois, ben, c'est un déchet. Et quand on en met suffisamment, c'est un peu comme le bois. Quand on met du bois massif, ça peut durer des siècles. Bon, voilà, toutes ces matières, en fait, on va en parler après, mais c'est l'usage qui fait que la matière est éco ou pas éco. Donc des pots, des résilles que vous voyez aussi sur la slide, et puis très récemment des luminaires. Donc là pour le luminaire, on a une source par exemple de matière qui est géniale, que vous avez tous connue, on l'a un peu subi même, c'est le Covid, où devant toutes les caisses enregistreuses, devant tous les halls d'accueil, il y avait des écrans, on appelle ça en plexiglas ou en PMMA, polycarbonate. Mais c'est une très belle matière parce qu'elle laisse passer la lumière, elle la diffracte bien. Donc on la prend, on la broie et on réimprime des luminaires avec. Voilà, donc c'est une bonne fin pour le Covid. D'accord. Vous êtes présent là aujourd'hui sur le. Oui, exactement. Ouais, on est Maison et Objet, donc la SAFI nous a invités à Future on Stage, donc on est au Hall 5A. Et du coup, vous pouvez, en sortant, si vous voulez, vous pouvez aller au Hall 5A, on est au milieu. Vous pourrez voir les quatre collections. Très bien, on y va. Éco-matériaux, matériaux éco-responsables. J'ai mis 4 matériaux, du bois, du verre, du plastique, du métal. Est-ce qu'il y en a un de ceux-là dont on peut dire qu'il est plus ou moins mauvais pour l'environnement, qu'il est... Tu sens que mes poils se hérissent, là, malgré la température. C'est un poil volontaire. Ah oui. Non, mais effectivement, depuis, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis que Matériaux a été créé donc, au siècle dernier, et dès le début, on a eu des requêtes de la part de nos membres qui venaient au showroom et qui nous disaient « Ah, et où est-ce que vous avez rangé les éco-matériaux ?» Un petit peu dans cette lecture qu'il y aurait des bons et de mauvais matériaux. Ouais. Et depuis 23 ans, ça nous dérange. Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment prendre le problème par le mauvais bout et vouloir comme ça classer les choses, et généralement d'ailleurs avec un espèce de biais cognitif qu'on a tous, c'est de se dire plus c'est loin de la nature, plus c'est mauvais. Donc une espèce d'échelle dans notre tête, d'échelle de Burke, avec les trucs qui sont gentils, ça va être le bois par exemple. Le bois c'est gentil parce que le bois c'est l'arbre avec les oiseaux qui font cuicui dessus. Et puis peu à peu, progressivement, plus ça s'éloigne de la nature, plus c'est dommageable pour nous, pour l'environnement, etc. On a tous ce biais cognitif, moi le premier. Mais confronté à la réalité des projets, on s'aperçoit que de vouloir mettre des notes comme ça aux matériaux est une aberration. Et qu'à chaque fois, il va s'agir non pas de choisir les bons matériaux, mais sur ces projets, de mettre en branle son intelligence pour, sur ce projet, dans ce cadre-là, choisir telle matière qui va être judicieuse. Donc ce n'est pas les matières qui sont bonnes ou mauvaises, c'est l'intelligence qu'on va mettre à les employer à bon escient et avec toujours les bons réflexes. C'est économiser de la matière, parce que ça, c'est le premier élément, et puis se soucier de ce que ça va devenir après, etc. Mais à chaque fois, il va falloir refaire comme ça, et les matériaux, c'est pas comme quand j'achète une pizza et que j'ai mon code Nutri-Score et je suis A, je suis B, je suis C. Non, c'est plus complexe. Est-ce que tu veux que je parle de l'exemple qui, pour moi, alors je suis désolé pour les gens qui m'ont déjà entendu déblatérer là-dessus, mais c'est un bon exemple. J'y vais là ou j'y vais pas là? On va le voir juste après, parce que j'ai l'impression que Yann avait envie de rebondir. C'est juste sur la question de la naturalité ou l'aspect naturel un peu des matériaux. J'ai l'impression qu'il y a une distinction peut-être à faire entre un matériau et une matière. Et un matériau d'usage peut être composé de différentes matières qui proviennent de différentes ressources. Tu prenais l'exemple du bois. C'est vrai qu'un bois, selon son traitement de surface, s'il est huilé, s'il est verni, il ne va pas du tout avoir le même impact.
mais c'est différentes matières qu'on peut décomposer. Et le biais cognitif dont tu parlais, je pense qu'il a quand même un fond de vérité quelque part, dans le sens où les matières, en fait, si on prend les différents exemples qui sont présentés ici, ont un niveau de recyclabilité. Et du coup, cette question du matériau composite, en fait, si on commence à mettre des vernis dessus, si on a différents types de plastique, ça impacte le niveau de recyclabilité du matériau. Et c'est peut-être ça aussi qui est dommageable dans ces différents exemples. Il y en a qui sont plus ou moins recyclables, qui sont recyclables à plusieurs cycles ou qui ont plusieurs façons d'être valorisés. Et donc il y a peut-être cette distinction, je pense aussi entre matériaux, vraiment ce qui est utilisé, ce qu'on peut utiliser pour un mobilier, pour une table, pour un sol, pour un mur, et matières qui sont plus en lien avec une ressource. Et du coup se pose la question de quelle ressource. Et de... Mais justement, pour rester simplement sur ces deux exemples extrêmes du bois gentil et du Voldemort plastique, la bouteille de PET qui est en dessous, certes, il y a des choses qui sont plus recyclables que d'autres, mais aussi dans un univers qui est mouvant. C'est que ton PET, pour l'instant, on dit il est recyclable, sauf qu'à chaque fois, c'est un recyclage où il va perdre de ses qualités pour finalement se retrouver en microplastique. Oui. Et quand on regarde des sociétés comme Carbios, qui a la capacité de refaire de la matière vierge avec cette matière, ça peut être aussi un excellent emploi pour de l'emballage, si jamais derrière, et j'en viens à ce terme de matériaux responsables, ce qui me hérisse encore plus le poil parce que la matière, elle est certainement pas responsable. On est responsable de ce qu'on fait de la matière. Ce PET, qui pour l'instant était de façon fallacieuse affiché comme recyclable, avec ce type de technologie qui me permet de retrouver de la matière vierge et dépolluer complètement de ces teintures, pigments, machin, bidule, on pourrait réellement être dans cette logique-là. Donc, à nouveau, j'entends parfaitement le côté légitime à avoir ce biais cognitif qui est intuitivement logique, mais il faut s'en méfier parce que c'est plus complexe que ça. Philippe. Oui, moi je voulais ajouter un step en avant, c'est-à-dire les designers ou les fabricants, ils utilisent des matériaux mais ils font un produit fini. Donc ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'on ne peut pas du coup donner une étiquette à un matériau, mais il faut donner l'étiquette au produit fini. Parce que comme tu le disais, ou toi aussi, je peux faire un truc qui est vraiment horrible d'un point de vue écologique ou environnemental avec du bois, et je peux faire des très belles choses avec du plastique. Bon, là, je prends un exemple, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Quand on prend... du coup, c'est dans la responsabilité du designer ou du marketing produit ou je ne sais pas qui, ou du fabricant, de donner cette notion de éco. Alors, on ne sait pas si c'est éco-responsable, écologique, environnemental, mais c'est ça. Le produit de base... on pourrait dire le pétrole, par exemple, c'est un produit très écologique. Hein, il est végétal, hein, il a été fait avec du plancton marin, c'est beau. C'est ce qu'on en fait après qui est peut-être pas superbe. Comme l'arsenic, qui est naturel. L'amiante aussi. Donc la responsabilité, elle est pas liée au produit ou au matériau, elle est liée à l'homme qui le transforme, quoi. Ouais, mais il y a un côté un peu déresponsabilisant de dire c'est éco, c'est un écomatériau, donc. Je pense que c'est personnellement ce qui me frise le plus dans ce type de choses. Ouais. D'abord, il ne faut pas se leurrer, tous ces termes-là sont amenés avant tout par la volonté de communiquer des entreprises qui ont de la cam à vendre. Le marketing, et c'est dans un but, c'est effectivement de se déresponsabiliser. Et justement, ce terme de c'est que des matériaux responsables, moi, la première fois, j'étais sidéré qu'on aille jusque-là dans le côté « Ah bah tiens, maintenant je vais faire, peu importe le projet, je vais faire un truc et c'est bon pour l'environnement parce que c'est que des écomatériaux. » Donc on reste dans une logique de business as usual. Parce que maintenant, je fais avec des écomatériaux sans voir qu'en fait, on n'est pas sur un problème cosmétique, on est sur un problème systémique, réellement. Et donc, si on aborde le problème par ce biais de la matière, en se déresponsabilisant et en se disant « j'ai bon parce que j'ai coché la case, j'ai mes trucs biosourcés et ceci et cela », je pense qu'on continuera à aller dans le mur. Ouais. J'ai l'impression que la question de la responsabilité, c'est aussi justement pour faire le lien avec l'usage. Ouais.
la manière dont on utilise un matériau. Pour prendre un exemple, une chaussure en cuir, ça s'entretient, ça se vernit, c'est un matériau qui est naturel, un cuir c'est assez brut, ça demande une attention et j'ai l'impression que dans le côté intuitif du rapport qu'on peut avoir à un matériau, il y a aussi cette responsabilité de l'entretien. Et il y a toujours quelque chose qui peut être peut-être un peu louche quand on a un bois qui accepte n'importe quel détergent, qui est inrayable, qui a toutes les propriétés incroyables et pratiques qu'on peut imaginer. J'ai l'impression que dans le côté intuitif, ça peut être un indicateur au-delà des indicateurs techniques, chiffrés, normés, des labels, etc., qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu évident, c'est de se dire qu'un parquet qui est simplement huilé avec une huile de lin, faut y faire un petit peu attention, faut l'entretenir. Un parquet qui est vitrifié avec un vernis très résistant, anti-rayures, déjà il est un petit peu moins, le produit qu'on utilise est un peu moins naturel et quelque part ça se ressent dans l'usage. Et finalement l'usage c'est peut-être un très bon indicateur de l'éco-responsabilité ou en tout cas du caractère naturel du produit qu'on a en usage, quoi. En poussant ta logique même un peu plus loin, on peut parler de la réparabilité. On est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que on n'est plus dans une logique de jetable, on est dans une logique de, effectivement, ça s'entretient, ça se répare éventuellement, mais enfin là on déborde. Mais pas tant que ça, en fait, on est en train juste de parler d'une notion peut-être qu'on a perdue, qui était cette valeur de transmission, en fait, cette valeur un peu patrimoniale des choses et non plus le tout jetable ou le tout remplaçable, en fait. C'est ça, et tout jetable, on en est tous convaincus qu'il faut faire durer. Je sais pas, mais... Ouais. Au moins conscient, j'espère. Voilà. Et du coup, dans cette démarche, on peut très bien imaginer, enfin, il faut d'ailleurs changer aussi c'est pas que les matériaux qu'il faut changer, il faut changer aussi les mentalités, parce que si on attend en 2050, si on est tous avec la recherche de produits et d'objets ayant les mêmes performances, notamment, je pense, ce que tu disais, à la maintenance, à l'entretien, le truc qui fait pas de tâches, ça se raye pas, etc., on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Les matériaux, si on veut les rendre plus facilement recyclables, donc moins hybrides, moins mettre de traitement, de choses comme ça, forcément, ils ont des performances moins bonnes. Et donc, ça veut dire que chacun doit faire plus attention à la façon dont il utilise ces objets et dont il les fait durer. Voilà. Un peu du bon sens, mais là, il y a un vrai point ici, c'est-à-dire que le monde d'avant, nous on l'appelle celui d'avant, il ne peut pas exister demain en éco-responsable. Il faut qu'il y ait des changements un peu dans toutes les fiches techniques et dans tout ce qu'on en attend. On est bien d'accord que la meilleure matière, c'est celle qu'on ne va pas utiliser. Voilà, mais est-ce que pour autant... Celle qu'on a déjà chez soi. Ou celle qu'on a déjà chez soi, ou celle qu'on peut réutiliser peut-être, mais ça pose des questions autour du recyclage, autour des filières aussi de recyclage, de réemploi, etc. Quel regard vous portez, je fais un petit pas de côté, sur tous ce qu'on appelle les biomatériaux, tous les matériaux à base de mycélium, enfin de champignons, de maïs, de... choses diverses et variées. C'est un peu comme les autres, comme ce que tu disais. Ils peuvent être. Nous connaissons bien le PLA, donc c'est une espèce de résine qui est fait à base de fermentation de maïs et de maïs par exemple, ou de canne à sucre. Donc on se dit super. Là, c'est végétal, mais c'est pareil si on l'utilise en fait dans un usage unique, ce qui est en train d'être le cas, parce qu'on remplace des pots de yaourt par exemple en polystyrène par des pots de yaourt en PLA. Bon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Vraiment aucun intérêt, puisqu'il n'y a pas de chaîne de recyclage. Donc finalement, on prend un matériau pour un autre. Et là, c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment le PLA, il n'est pas plus éco que le polystyrène qui était utilisé avant, quoi. Non, mais c'est toujours le même problème avec ce préfixe de bio. C'est que si on reste simplement dans ce qu'on appelle les biopolymères, d'abord, ça a une double définition. Un bioplastique, c'est un plastique qui peut se dégrader dans la nature tout seul, ou c'est un plastique qui est fabriqué à partir de ressources renouvelables. Ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est la même chose, en fait. À partir du moment où je suis fabriqué à partir de maïs, de betterave ou de peau de banane, je vais être
de facto, je vais disparaître dans la nature une fois qu'on le jette, alors que c'est totalement faux. Sauf qu'il va se détruire dans la nature si les conditions le permettent. Absolument. Et ensuite, c'est quand même, au départ, pour produire un polymère, les premiers plastiques produits étaient des bioplastiques. À partir du moment où je fais du plastique à partir de cellulose de bois, c'est un plastique avec les qualités du plastique, avec donc les problèmes que peut poser cette matière qui a une grande pérennité dans le temps si jamais on ne se soucie pas de ce qu'elle devient. Ouais. Mais pour le Quidam, un bioplastique, c'est nécessairement mieux qu'un méchant plastique issu du méchant pétrole. Sauf que dans les faits, un bioplastique, c'est presque l'autorisation donnée par l'homme de continuer à ne pas se soucier de ce que deviennent ces matières une fois qu'il aura épuisé la ressource première la plus simple pour produire un polymère. Et puis ça pose aussi la question du lien aux ressources. Donc on disait tout à l'heure les matériaux, les matières et quelles ressources on utilise. Utiliser des bioplastiques par exemple, il faut se poser la question si est-ce que les coproduits par exemple de l'agroalimentaire peuvent pas avoir une autre valeur. J'ai rencontré une entreprise la semaine dernière qui industrialise un procédé de valorisation de tous ces coproduits agroalimentaires qui permettent de faire des compléments en fibres, etc. Et donc ça pose aussi cette question de se dire est-ce que c'est pertinent d'utiliser telle ressource pour faire du mobilier ou est-ce que finalement il n'y a pas des qualités plus importantes, nutritives, qui pourraient être utilisées, et bien que ce soit des coproduits pour de l'alimentation humaine, animale, des enrichissements. Donc c'est aussi quelle valeur on donne à chaque ressource et quelle est, dans une pensée un peu plus globale, la meilleure façon d'utiliser ces ressources en se disant qu'elles sont limitées, quelles qu'elles soient, et qu'une biorésine provient aussi d'un... Ce serait l'exemple d'un matériau à base de coquilles d'huîtres, par exemple, où on se dirait que finalement ça, peut-être, ça pourrait être utilisé dans d'autres... Enfin, je dis ça comme je pourrais donner un autre exemple, mais... Oui, il y a plein de façons dont on avait fait un projet en partenariat, justement, on intégrait des déchets coquillés, mais en fait, on était gêné par ce côté composite, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, et le caractère recyclabilité, parce que finalement, ce matériau en fin de vie, ces éclats qui sont intégrés, on ne peut plus les valoriser. Ils ont perdu quelque part un niveau de recyclabilité. De la même manière, on a eu des questions pour des projets sur notre matériau, pour intégrer des fibres, par exemple, pour améliorer ses performances. Ouais. Mais ça pose aussi la question de la fin de vie et de finalement avoir ce matériau qui perd en recyclabilité et on perd en qualité et ça finit par ça ne fait que reporter le problème finalement. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, on le reporte à dans 10 ans ou dans 20 ans, où ce déchet ultime va finalement devenir un déchet ultime, sauf que ça ne le sera pas aujourd'hui, ça le sera dans 10 ans. Quoi. Dans 10 ans. C'est vrai que, en fait, écomatériaux, donc plus on combine de matériaux, en fait, plus on crée un produit qui n'est pas éco, quoi. En fait, c'est ça. Parce que pourquoi il n'est pas éco ? C'est parce que tous les produits ont une fin de vie, donc le mieux c'est de faire durer. Mais au moment où arrive ce jour de la fin de vie, et on lui souhaite une seconde vie, pour qu'il y ait une seconde vie, il faut qu'on prenne chaque matériau qui compose un objet et qu'on le mette dans le bon bac. Imaginez un centre de tri, un produit arrive. Si les matériaux sont trop liés ensemble, comme tu me disais, par exemple des fibres dans un bioplastique, on ne peut pas enlever les fibres une par une du bioplastique. Donc forcément, ça limite l'usage qu'on va pouvoir faire après ce chose recyclée. Si en plus il y a des vis, si en plus il y a de la colle, si en plus il y a, je ne sais pas quoi, des agrafes et tout ça, bon là, c'est même pas la peine de se poser la question. Peut-être que chaque matériau, indépendamment, il est éco tout ce qu'on veut. Mais le truc, il va terminer soit... chaque matériau ne sera pas éco non plus. Non, parce que l'objet va terminer soit compressé, enfoui sous terre, soit brûlé, soit dans la mer. Voilà. Donc l'éco, c'est vraiment aussi, j'en reviens, mais à la responsabilité de celui qui conçoit. C'est de ceux qui l'achètent. Alors, quand il va y avoir en plus les écolabels, ça va être, comme tu disais, on va voir A, on se dit j'achète, mais il va y avoir tellement de critères, et on ne les connaît pas encore, mais qui vont rentrer en ligne de compte qu'il y a peut-être des choses qui vont être A ou B, donc B, on pourrait penser que ça sera bien, mais qui finalement ne seront jamais recyclés, quoi. Un de ces critères, j'ai l'impression aussi, on parlait de la durée de vie. Dans les labels qu'on peut avoir, je vois sur le secteur du bâtiment, on a des matériaux qui ont, dans l'analyse du cycle de vie de ces matériaux, on prend une durée de vie de 50 ans ou 100 ans. On considère que le matériau peut tenir 100 ans en extérieur, alors que la réalité des bâtiments, c'est que bien souvent, pour des raisons économiques,
Le bâtiment il va être détruit au bout de 30 ou 40 ans et on va en reconstruire un autre. Donc finalement, l'impact réel de ce matériau aussi mis en œuvre, il n'est pas forcément celui de juste la brique et des propriétés qu'on peut en extraire. Bien sûr. Et bien justement, un bâtiment, en voilà un. Simon, ma petite zapette. Ah non, c'est le drame de la zapette. Tu veux que ce très beau matériel, ce très beau bâtiment, qui est donc le bassin olympique de Pékin, c'est ça. Voilà. Avec cette matière un peu étonnante. L'éthylotétrafluorure d'éthylène. Je ne sais pas ce qu'en pense le public, mais peut-être que les gens se disent waouh, qu'est-ce que c'est joli. Et qui est donc, je me lance, non, tu viens de le dire. Non, refais-le, tu vas travailler. L'éthylotétrafluore d'éthylène. Super, magnifique. Yes. Qui est considéré comme donc un très vilain plastique. Non, mais c'est effectivement l'exemple que je donne souvent. Alors encore une fois, si certains m'ont déjà entendu parler de l'ETFE, je tiens à dire que je ne travaille pas dans le plastique, je n'ai pas d'intérêt dans cette société. C'est simplement pour moi un exemple très pratique pour montrer effectivement la complexité de tout ça et le fait qu'on ne peut pas commencer à qualifier des matières de bonnes ou mauvaises si on ne s'attache pas à parler de la réalisation de cette matière. Je vous présente Voldemort. Donc ça, c'est un méchant polymère, un méchant plastique fabriqué à partir du méchant pétrole. Pire que ça, lors de sa fabrication, il y a émanation de certains gaz qui sont très nocifs pour l'environnement. Ensuite, c'est un polymère technique très pointu, qui a des caractéristiques très particulières et qui, parce qu'il est très particulier, il n'est pas recyclable parce qu'il n'y a tout bêtement pas de filière de recyclage pour ce type de plastique. Donc vous, comme moi, intuitivement, on se dit ce truc-là, c'est une cochonnerie. C'est un méchant plastique, méchant pétrole, polluant, pas recyclable. Pas bien, hein. Et pour le coup, si je l'utilise dans le packaging, c'est une vraie cochonnerie. Parce que je vais me prendre tous ces défauts en pleine figure et ne profiter absolument pas des qualités inhérentes à ce type de matière. Donc, ce n'est pas un écomatériau. Déjà, si c'est un plastique, ce n'est pas un écomatériau. Maintenant, ce même film plastique, c'est le plastique qui a été utilisé pour construire cette piscine olympique. Et si on fait le bilan environnemental de cette piscine sur ses 30 ou 40 ans de durée de vie, on s'aperçoit de quoi ? D'abord, la façade, elle est super légère et on a besoin de très très peu de matière parce que c'est simplement des menuiseries métalliques avec 2 films plastiques très fins comme ça qui sont pincés dedans et gonflés. Donc très très peu de matière pour construire ce bâtiment. Et ça, c'est un truc super important d'un point de vue impact environnemental. J'ai utilisé très peu de matière. Ensuite, c'est un matériau qui va bien tenir pendant les 40 ans de durée de vie sans nécessiter d'être nettoyé ou réparé, c'est super costaud. La lumière va très bien rentrer à l'intérieur du bâtiment parce que c'est un film qui est transparent ou translucide. Donc, pendant 40 ans, je vais faire de grosses économies d'énergie pour l'éclairage intérieur. C'est aussi un matériau qui est un super bon isolant parce que j'ai une lame d'air à chaque fois entre les 2 films plastiques. Donc là aussi, je vais faire de très très gros gains énergétiques sur les 40 ans de durée de vie du bâtiment. Et puis, cerise sur le gâteau, quand je détruis ce bâtiment, j'ai sur un même site une grande quantité d'éthylotétrafluorure d'éthylène sur le même site. Je vais pouvoir intégralement recycler cette matière qui n'a été mélangée à rien d'autre. Donc ce truc-là, c'est la quintessence de l'écomatériau pour ce projet. Ce truc-là, c'est la plus grosse des merdes pour un projet de packaging. Et pourtant, c'est la même matière. Donc, c'est tout le propos qu'on tient, c'est d'expliquer à chaque fois que c'est pas de se dire il y a des bons et de mauvais matériaux, c'est de se dire il y a de bons et de mauvais emplois de la matière. Donc, c'est un exemple un peu caricatural, mais comme tu le disais, ça me semble assez parlant concernant la complexité de tout ça. Et il est essentiel que nous, tous, aussi bien les concepteurs que les consommateurs, oui, on accepte cette complexité et qu'on accepte, si on veut réellement commencer à modifier les choses, qu'on accepte de prendre en compte ça pour ne pas partir dans des espèces de voies de garage qui nous rassurent, mais qui ne sont pas, finalement, qui ne changent absolument pas le problème. Bien sûr. C'est un bon exemple parce que j'ai l'impression que ça pose aussi la question de la nécessité. Tu dis absolument. C'est durable pour cet exemple, pour ce projet. Ouais. Et après, on peut se poser une autre question qui est de se dire est-ce que c'est bien nécessaire ?
de l'utiliser, qui est un peu une autre question, mais ça pose aussi la question de... Tu prêches un convaincu, et c'est pour moi l'essentiel. Et là, je ne vais pas parler fort, parce que c'est une pierre directe dans globalement la société de consommation. C'est là le vrai levier. C'est est-ce que demain, il est nécessaire qu'on continue à construire des bâtiments comme ça, ou même est-ce que demain, il est nécessaire, même si mon set de table il est en matière biosourcée, est-ce que je suis vraiment plus malheureux si je suis moins entouré d'un tas de choses de façon générale. Et là, on a un point délicat, mais c'est le véritable point qui est important. Ça pose aussi la question de la durée de vie. Tu parlais de 30 ou 40 ans. Est-ce que c'est une durée de vie qu'on peut considérer comme raisonnable pour un bâtiment ? Ou est-ce qu'on ne doit pas se mettre des critères en disant un bâtiment, aujourd'hui, il faut qu'il doit tenir minimum 50 ans ou peut-être 100 ans. Et dans 100 ans, les matériaux, on pourra les déconstruire et on pourra en reconstruire d'autres. Alors du coup, la question de l'usage aussi, en disant, aujourd'hui, on se pose la question des changements de fonction entre des bureaux, des logements, comment réhabiliter des bâtiments existants. Ça pose bien cette question, en tout cas cet exemple, et parlons pour beaucoup de sujets. Mais là, les 40 ans n'étaient pas induits par la nature des matériaux, c'était le plan d'urbanisme de Pékin qui savait que de toute façon, ce bâtiment, on allait modifier un tas de trucs et raser ce quartier-là d'ici peut-être 20, 30 ou 40 ans. Donc à nouveau, on en revient au projet et à la pertinence du projet. C'est presque un emballage sur un bâtiment. Oui, on est d'accord. C'est ça. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes, messieurs, ça va être court, mais on va quand même essayer de tenir la distance. On va parler un peu de la production. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous, partant de ça, si je ne m'abuse, pour l'un et pour l'autre, c'est un peu caricatural peut-être, mais au moins ça parle, on en arrive à ça. Enfin, en tout cas, ça c'est le mode de production. Philippe, ça c'est Commute, hein, la façon dont vous produisez. Donc nous, on part de déchets qui sont, donc vous l'avez compris, les fameux plastiques. Donc on ne sait pas s'ils sont éco ou pas à la base, mais peu nous importe. Ouais. Ils ont été produits, ils sont là, je crois qu'il y en a 30 milliards de tonnes sur la Terre, je ne sais plus si c'est 30 ou 300 milliards de tonnes. Donc il y a des gens qui ont calculé que ce qu'on avait déjà produit en plastique, mais vous le savez déjà, hein, ça pourrait nous durer pour 40 ans, au rythme à laquelle on consomme. Bref, alors nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est que ce plastique, on le broie. Et ensuite, un des avantages de certains plastiques, hein, c'est que quand on le chauffe, il redevient modelable. Donc c'est une matière, dans ce cas-là, on peut la remodeler. Et la remodeler, tu disais qu'elle se dégrade, mais quand d'une bouteille qui a besoin de caractéristiques mécaniques très fortes et très bonnes, nous, quand on fait du mobilier, on a des caractéristiques mécaniques qui sont nettement, on a un besoin nettement en dessous. Du coup, on peut très bien recycler ce plastique au moins 5 fois, on l'a déjà fait, hein, en conservant pour l'usage de mobilier un très bon produit. Et qu'est-ce que j'entends par un très bon produit ? C'est ce que tu disais, c'est un produit qui dure. Parce qu'encore une fois, le pire, c'est un produit qu'on produit pour un temps court, quelle que soit l'origine des matériaux. Produit qui dure, ça veut dire que vous êtes là on le voit, on n'a peut-être pas trop de notion d'échelle, mais vous êtes sur des épaisseurs notamment assez importantes, justement pour garantir cette exactement. En fait, longtemps, pour éviter que ça casse tout bêtement, quoi. Voilà. Tout le monde a du film plastique chez lui où on a utilisé, où on a vu quelqu'un utiliser. Bon, vous voyez que quand c'est très fin, de l'ordre du micron, ça se casse facilement. Mais imaginez que c'est un peu comme le bois. Quand je mets 2 cm de plastique, je pars tout de suite pour peut-être 1 siècle de durée de vie pour cet objet. Donc voilà. Donc nous, on en met beaucoup. Alors ça présente une question du poids dont tu parlais. Mais nous, de notre côté, ce qu'on voit, c'est que le poids, c'est aussi une façon de le stocker. Parce que sinon, quand on dit qu'on recycle ou qu'on valorise du plastique, hein, souvent dans le terme des gens du recyclage, valoriser le plastique égale le brûler. C'est pour ça qu'on a des belles cheminées ici, les Moulineaux et Ivry-sur-Seine, pour ceux qui habitent à Paris. C'est que le valoriser, il est brûlé. Parce qu'effectivement, comme il provient du pétrole, quand on le brûle, on a la réaction inverse, c'est qu'on arrive à dégager de l'énergie à partir de ce plastique. Donc nous, on préfère juste le remodeler, donc on chauffe très légèrement. C'est un peu comme quand vous cuisez votre poulet, c'est 180 degrés, pas plus. Et ça devient malléable. Donc à ce moment-là, on peut le remettre en forme. Impression 3D ?
Oui, alors pourquoi l'impression 3D? Pas de déchets de matière? Pas de déchets, et puis surtout pas de moule. Donc une liberté. Bon, là, on peut parler un peu quand même justement de gens qui vont après l'utiliser ou le prescrire, les designers ou les architectes. Ça leur permet d'être créatifs et nous de leur offrir des solutions qui nous permettent de construire ces objets, bien sûr. Parce que alors que quand on fait un moule, on est assez contraint. Moi, je viens de l'industrie du béton, donc c'est pour ça que je suis parti. C'est parce que on est tout de suite contraint par l'usage du moule, quoi. Et on rajoute de la matière, là encore, pour refabriquer. Un moule, c'est de la matière également. Alors que voilà. Et en l'occurrence, les moules du béton sont des moules avec d'autres polymères qui ne sont pas réutilisables, parce qu'on a beau les chauffer, on va réussir juste à les brûler. C'est tout ce que vous entendez parler, polyuréthane, silicone, tout ça, c'est pas réutilisable. D'accord. Pas recyclable. Yann, chez Goulen, vous partez donc des sédiments marins. Alors vous utilisez une technique qui reste secrète. Oui, c'est des inspirations druidiques. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la fabrication, elle se fait à froid. Oui. Alors que là, si on compare à de la terre, enfin des carreaux par exemple en terre cuite, là on est sur ou d'autres matériaux on chauffe. Enfin voilà. Oui. Donc déjà, c'est un gain d'énergie. Oui, il y a vraiment les deux aspects qui sont importants. À la fois ce process, effectivement, qui ne nécessite pas de cuisson haute température. Donc, c'est savoir que pour une terre cuite, c'est des cuissons à 1150 degrés pendant plusieurs heures. Le ciment, quand on coule un sac de ciment, c'est pas direct, mais en fait, pour la production du clinker, on a dû cuire de la roche à 1450 degrés, donc ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Et donc, nous, on a mis au point un procédé qui permet de solidifier ces sédiments, qui est inspiré par un processus naturel. Et je reviens un peu au lien avec la nature dont on parlait au début des échanges, parce que en fait c'est le processus de diagénèse qui est le processus naturel de formation des roches sédimentaires. Donc on s'est inspiré de ce processus qui se passe naturellement sur les sédiments qui se transforment en roches pour produire ce procédé. Et donc il y a aussi cet aspect ressources, parce qu'on valorise des sédiments issus de dragage. En fait, les gestionnaires portuaires font des dragages d'entretien. Ils ont besoin de le faire parce que quand on construit un port, en fait, le but c'est de ralentir les courants et de diminuer la houle. Et inévitablement, les sédiments qui sont en suspension dans l'eau viennent se déposer dans le fond. Donc les gestionnaires porteurs, pour le bon fonctionnement de leur infrastructure, sont obligés de les évacuer. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de piste de valorisation. Donc on vient proposer une... Et donc ils les évacuent au large? Oui, en grande partie aujourd'hui, à 90%, c'est éclapé en mer. Et donc ça flingue un peu la faune et la flore, j'imagine. Enfin, on peut imaginer. Alors c'est un impact on commence à prendre conscience de l'impact que ça a sur les écosystèmes marins qui sont très fragiles. Ouais. Et donc la réglementation va aussi dans ce sens, avec des réglementations qui vont être de plus en plus strictes sur les autorisations de clapage, de rejet. Donc il va y avoir de plus en plus de matière. Donc c'est une chance en quelque sorte, parce que ces infrastructures portuaires, elles génèrent une ressource qui est disponible. Et donc grâce à ce procédé, on peut arriver à substituer des produits de construction qui sont, eux, consommateurs de ressources, parce que ce sont des ressources de carrière, et de beaucoup d'énergie pour leur production. Il y a un point également... Ils te payent même pour que tu récupères la matière ou pas? Le but à terme, nous, on a une visée vraiment industrielle, et le but serait d'être une vraie solution aussi pour les gestionnaires portuaires. C'est-à-dire que bien souvent, les ports sont en gestion des régions, des collectivités, donc c'est un petit peu nous tous qui payons pour ça. Donc l'idée serait justement de pouvoir limiter les coûts et qu'il n'y ait plus de coûts de traitement à terre, et nous pouvoir substituer des produits. Ouais. L'intérêt de la chose, c'est aussi que la production, elle se fait localement. C'est-à-dire que vous pourriez implanter des petits sites de production dans chaque port? Oui, on a un premier atelier qui est basé à Brest, et là on est en train de lever des fonds pour cette phase plus industrielle. Et le but effectivement est de concevoir une unité de fabrication, parce que dans la production c'est aussi comment on produit. Donc l'idée n'est pas de dupliquer des modèles industriels existants, mais c'est de concevoir un modèle de production qui soit en cohérence avec la ressource. Et de manière un peu plus large aussi, réfléchir à l'infrastructure, parce que finalement, ces nœuds que sont les ports où se trouve la ressource, c'est aussi un super moyen de pouvoir diffuser les matériaux par du fret, par du transport par bateau, etc. Et donc c'est essayer de limiter l'impact aussi dans la réflexion de cette unité industrielle. Et du même coup, pouvoir produire en région. On est basé à Brest, mais donc c'est de pouvoir aussi... créer de l'activité sur place, et c'est de l'activité qui ne sera pas délocalisable parce qu'elle est attachée à la ressource. Donc une gestion locale, une production locale, enfin finalement on recrée là aussi, c'est aussi une façon de recréer peut-être un bassin d'emploi, ou en tout cas de le maintenir.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis des nouveaux savoir-faire aussi, parce que ce procédé est un peu spécifique. Ouais. Donc il y a aussi des nouveaux savoir-faire. On a une activité aujourd'hui qui est très manuelle, très artisanale, et c'est pour ça qu'on a toujours plaisir à travailler avec des designers ou des architectes sur des nouvelles choses pour découvrir des nouvelles textures, des nouvelles matières ou couleurs. Donc essayer de voir tout ce qu'il est possible de faire avec cette nouvelle matière minérale. Très bien. Messieurs, nous arrivons au terme, malheureusement, de notre table ronde. C'est court, 45 minutes pour parler d'éco-matériaux. En fait, on va laisser le jingle partir et puis on va inviter les gens donc à aller voir Matériaux, à aller voir Commute. Vous n'êtes pas sur le... Il faut venir à Brest, oui. Voilà, et à Brest. Et puis venez poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.